Dès l'instant où j'ai vu le visage de ma fille, cette fraction de seconde où son sourire s'est brisé pour laisser place à la confusion, tout en moi s'est cristallisé en quelque chose de sombre et de déterminé. Ce n'était pas de la colère. La colère est désordonnée, bruyante, destructrice. Ce que je ressentais était bien plus dangereux, une clarté absolue. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Valérie, et j'ai passé les 7 dernières années à construire une vie qui, bien que loin d'être parfaite, était honnête et digne. Ma fille, Manon, a 6 ans aujourd'hui. Mais en ce samedi particulier, elle fêtait tout juste son 6e anniversaire. Ses boucles blondes étaient relevées par de petites pinces papillons qu'elle avait choisies elle-même le matin même, et elle portait cette robe rose poudrée que nous avions dénichée dans une brocante, celle dont elle était tombée amoureuse parce qu'elle avait de vraies poches. Elle n'avait parlé de rien d'autre de toute la semaine, revoir la maison de Tata Claire, jouer avec ses cousins, manger du gâteau. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû retenir la leçon depuis le temps. Claire, ma sœur, n'avait jamais été tendre avec moi. Alors que j'étais la fille responsable, celle qui était tombée enceinte jeune et qui avait prétendument gâché sa vie, elle était l'enfant prodige. 3 masters en poche, un bureau de direction dans une agence de communication parisienne, une villa en banlieue chic qui hurlait la réussite. Peu importait que ce succès soit bâti sur des raccourcis douteux et en écrasant les autres. Peu importait qu'elle ait volé la promotion qui aurait dû revenir à l'une de ses amies. Mais mes parents ne voyaient rien au-delà de son balayage parfait et de son esthétique Instagram. La fête était sophistiquée, organisée par un traiteur, bien sûr. Claire ne regardait pas à la dépense pour ses propres événements. Notre mère avait aidé à tout planifier, et je pouvais la voir là, une coupe de champagne à la main, riant un peu trop fort. Notre père se tenait près des petits fours, l'air mal à l'aise comme il l'est toujours dans ses réceptions, tel un homme essayant de se rappeler pourquoi il est toujours marié à une femme qui pense que les galas de charité sont plus importants que ses propres petits-enfants. Manon me tenait la main alors que nous franchissions les doubles portes du salon. Elle était nerveuse. Elle avait toujours été sensible, perspicace comme certains enfants le sont, comme si elle pouvait sentir la fausseté ambiante. « Maman, pourquoi Tata Claire a toujours l'air en colère quand elle te voit ?» m'avait-elle demandé une fois, et j'avais passé 20 minutes à essayer d'expliquer les dynamiques familiales à une enfant de 5 ans. J'avais fini par abandonner en disant « Certaines personnes sont juste tristes à l'intérieur, ma puce. Ça n'a rien à voir avec toi. » J'avais tort. Cela allait devenir très personnel. Nous avons survécu à la première heure tant bien que mal. Manon jouait avec ses cousins, même si j'ai remarqué que le fils de Claire, âgé de 10 ans, ne l'invitait pas à rejoindre ses jeux. Les autres enfants, ceux de mon frère, étaient gentils, mais il existe une hiérarchie, même chez les petits, qui reflète le monde des adultes. Manon n'était pas la fille de l'enfant chéri, elle était donc une préoccupation secondaire. Puis vint le moment du gâteau. Claire avait commandé une création élaborée d'une pâtisserie artisanale renommée, 3 étages de génoise blanche avec des feuilles d'or et des fruits rouges frais. C'était beau comme tout ce qui coûte cher. Le personnel de maison, appelons-les par leur nom, l'apporta, et tout le monde se rassembla. Les yeux de Manon s'illuminèrent. Elle aimait le gâteau avec une passion qui frisait le religieux. Elle s'assit à la table des enfants, et je me postai à proximité avec une assiette de canapé, essayant de ne pas être trop envahissante, mais incapable de m'en empêcher. Claire sortit alors un gâteau plus petit, un simple gâteau au chocolat industriel, et le posa devant Manon sans explication. J'ai ressenti alors un petit picotement d'alerte, comme lorsqu'on effleure une plaque chaude. « Pourquoi Manon a un gâteau différent ?» demanda l'un des cousins innocemment. Claire sourit. C'était ce genre de sourire qui étire les lèvres mais n'atteint jamais les yeux. Parce que, dit-elle assez fort pour que toute la pièce entende, certaines personnes à cette fête ont des origines sociales particulières. Manon ne fait pas vraiment partie de la célébration familiale. Je m'avançai lentement, délibérément, gardant un visage neutre. « De quoi tu parles ?» Elle se tourna vers moi et je le vis alors, ce mépris pur qu'elle cachait sous des couches de civilité. « Ta fille ne peut pas appartenir à notre monde, Valérie. Regarde-la. Regarde où tu en es. Tu es une femme de ménage, pour l'amour de Dieu. Tu nettoies les maisons des autres. Ta fille.
Elle marqua une pause, laissant ses yeux descendre sur la robe d'occasion de Manon, remarquant probablement qu'elle ne venait pas d'une des boutiques de luxe qu'elle fréquentait. Votre place est dans le caniveau avec les rats. Puis elle fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle saisit le bras de Manon. Pas doucement, mais avec fermeté. Ses doigts s'enfonçaient dans la chair tendre du biceps de ma fille. Manon émit un son, pas vraiment un cri, quelque chose entre la confusion et la douleur. La pièce devint silencieuse. Et alors, que Dieu me pardonne, mes parents rirent. Pas des rires choqués, mais des rires sincères, comme si Claire venait de faire une boutade spirituelle lors d'un dîner. Le rire de ma mère était particulièrement strident, et mon père émit un grognement qui ressemblait à un ricanement. Ils détournèrent tous deux le regard, embarrassés seulement d'avoir trouvé cela drôle, et non du comportement de Claire. Manon me regarda. Je l'ai vu essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je l'ai vu intérioriser le message, tu n'as pas ta place ici. Tu vaux moins qu'eux. Le travail de ta mère est honteux. Tu viens de la honte. Je me suis agenouillée et j'ai libéré son bras de l'emprise de Claire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris ma fille dans mes bras et je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, j'entendis Claire lancer « Oh, allez, Valérie. On s'amuse, c'est tout. Tu es tellement susceptible. » Je n'ai pas répondu. La tête de Manon était sur mon épaule, et je pouvais sentir son petit corps trembler. Je l'ai emmenée à la voiture, je l'ai attachée et j'ai pris la route. Elle a pleuré tout le trajet, pas des sanglots histrioniques, mais des larmes silencieuses et confuses. Maman, est-ce que je suis méchante? Est-ce que tata Claire a raison? Est-ce que ma place est dans la rue? Ces questions me déchiraient car je pouvais entendre le grain du doute planté dans son esprit. Les enfants croient les figures d'autorité. Si un adulte dit que tu es inférieur, cet adulte doit savoir la vérité. Non, mon ange, ai-je murmuré, et je le pensais vraiment. Tu es parfaite. Tu es ma fille et tu es parfaite. Ce qui s'est passé aujourd'hui était mal, et nous allons en parler. Mais je veux que tu comprennes une chose, les gens qui sont vraiment sûrs d'eux ne font pas de mal aux enfants. Tata Claire avait tort, mais les mots n'allaient pas suffire. Manon avait besoin de voir qu'il y avait des conséquences, des vraies, à ce qu'on lui avait fait. Elle avait besoin de savoir que sa mère ne laisserait pas passer ça. Et je devais m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Alors, je n'ai pas crié et je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je suis rentrée, j'ai préparé un chocolat chaud à Manon, je l'ai regardée s'endormir en serrant son doudou préféré, puis je me suis mise au travail. Je veux être très claire sur un point, je ne suis pas une personne vindicative. Je n'ai jamais été du genre à garder rancune ou à fantasmer sur une vengeance, mais je suis une personne qui résout les problèmes. J'ai dû l'être pour élever Manon seule, cumulant parfois 3 petits boulots pour nous garder à flot. Je suis organisée, méticuleuse, et j'ai un ensemble de compétences très particulières que j'ai développées au fil des ans. Il y a des années, après qu'un ex-petit ami a tenté de vider mes comptes, j'ai appris à effectuer des vérifications d'antécédents, à analyser des rapports financiers et des audits de crédit. J'étais devenue experte pour trouver des informations que les gens voulaient cacher. C'était censé être défensif, un moyen de nous protéger, Manon et moi, mais c'était une compétence néanmoins. Cette nuit-là, pendant que Manon dormait, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à enquêter sur la vie de ma sœur avec une intensité méthodique. J'ai commencé par ce que je pouvais trouver en ligne, les publications financières, les registres de propriété publique, les permis, les dépôts d'entreprise. L'agence de Claire, Zénith Communication, avait connu une croissance rapide, trop rapide. J'ai passé des appels le lendemain matin, discrètement. Mon amie Suzanne, qui travaille en comptabilité, a accepté de déjeuner avec moi. Une autre connaissance de la faculté, David, qui travaille maintenant dans le droit des affaires, a pris mon appel quand j'ai dit que c'était urgent. Je ne leur ai pas tout dit, j'ai juste posé des questions précises sur ce qui pourrait déclencher des audits financiers, quels signaux d'alarme pourraient intéresser le fisc. Plus je creusais, plus je trouvais. L'agence de Claire acceptait des clients à un rythme effréné, promettant des résultats trop beaux pour être vrais pour des campagnes marketing en difficulté.
Une croissance remarquablement constante sur un portefeuille diversifié. Ça sentait mauvais. Et quand j'ai commencé à fouiller dans les fichiers de projet réels de l'entreprise, mon ami Marc en informatique a été ravi d'aider sa sœur à accéder à des fichiers dont elle avait oublié le mot de passe. J'ai compris pourquoi. Zenith Communication ne faisait pas réellement le travail de marketing. Il prenait l'argent des clients et sous-traitait le travail à des prestataires offshore pour une bouchée de pain, empochant la différence et présentant le travail étranger comme le leur. C'était de l'escroquerie. Une fraude élégante et évolutive qui avait rendu Claire très riche. J'ai aussi trouvé autre chose. Elle acceptait des paiements en espèces de certains clients et ne les déclarait pas. Une évasion fiscale d'une ampleur qui dépassait la simple optimisation pour entrer dans la criminalité pure. Il y avait des virements bancaires qui ne correspondaient pas à ses registres commerciaux, des reçus numériques pour des achats effectués sous d'autres noms. Et puis j'ai trouvé la pièce finale du puzzle, la preuve qu'elle avait délibérément saboté la campagne d'un concurrent par des moyens frauduleux. Mon amie Sarah travaillait dans cette entreprise et quand je l'ai appelée avec des questions soigneusement formulées, elle a craqué. La campagne avait échoué de manière spectaculaire et toute son équipe avait été blâmée. L'entreprise avait failli déposer le bilan. Sarah avait perdu sa maison. L'avidité d'une seule personne avait détruit la vie d'une autre. Et Sarah n'avait jamais su pourquoi. Claire n'avait jamais ressenti le moindre remords car, pour elle, il n'existait que deux types de personnes au monde, les gagnants et ceux sur qui elle marchait. Le lundi suivant, j'avais compilé le tout dans un dossier propre et organisé, email, capture d'écran, relevé financier, preuve de contrat client frauduleux. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les lanceurs d'alerte et je lui ai tout donné. Je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Les preuves étaient claires, accablantes. Je me suis aussi assuré que le fisc reçoive un signalement anonyme très détaillé, accompagné de documents. J'ai même contacté l'organisme de régulation des agences de communication, expliquant le travail frauduleux présenté comme original. Puis j'ai attendu. Les rouages de la justice, s'avère-t-il, peuvent tourner remarquablement vite quand les violations sont aussi flagrantes. Zenith Communication a été audité en moins de 2 semaines. Le fisc s'est présenté avec des documents prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle de routine. Ils avaient exploité mes preuves, sommé de produire des registres, interrogé des employés, dont plusieurs étaient ravis d'expliquer exactement comment fonctionnait la fraude. En un mois, Claire a reçu une notification indiquant qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et escroquerie en bande organisée. Les clients de l'agence ont commencé à porter plainte. L'entreprise de Sarah, armée de la connaissance de ce qui s'était réellement passé, a lancé sa propre poursuite. Soudain, gagner était devenu beaucoup plus difficile. J'ai regardé tout cela se dérouler à distance, à travers les articles de presse et le flux de commérages qui circulent dans les cercles d'amis de ma mère. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas ressenti de joie. Ce que je ressentais était plus calme, quelque chose comme de la satisfaction. Le genre de satisfaction que l'on éprouve en voyant les conséquences naturelles des actes de quelqu'un finir par le rattraper. Mais la meilleure partie, celle qui a donné tout leur sens à mes conversations nocturnes avec Manon, s'est produite environ 6 semaines après la fête. Ma mère m'a appelée. Sa voix était étrange, serrée par une émotion que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Valérie, nous devons parler de ta sœur. Mon cœur a fait un bond complexe dans ma poitrine. Qu'y a-t-il? Elle. Les choses s'effondrent. L'agence coule. Il y a des enquêtes. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, mais tout ce pourquoi elle a travaillé s'écroule. Elle parle de perdre la maison, elle risque peut-être des poursuites pénales. Ton père et moi, nous avons dû lui prêter de l'argent. Beaucoup d'argent. Ma mère marqua une pause, et je pus entendre quelque chose dans ce silence, du doute. Peut-être le premier doute réel qu'elle ait jamais ressenti envers sa fille chérie. Nous voulions savoir s'il y a quelque chose que tu as fait. J'ai choisi mes mots avec soin. Maman, ce qui arrive à Claire est le résultat de ses propres choix. Les mêmes choix qu'elle a fait quand elle a pensé qu'il était acceptable d'humilier ma fille. Les mêmes choix qu'elle a fait et qui ont détruit la vie d'autres personnes. Je n'ai pas fait ces choix pour elle.
J'ai juste fait en sorte que la vérité éclate. Il y eut un très long silence. Puis ma mère dit quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit auparavant. Je suis désolée pour la façon dont nous t'avons traité à la fête, pour la façon dont nous t'avons toujours traité. Ce n'était pas assez. Les excuses le sont rarement. Et je ne lui ai pas dit que tout allait bien. Au lieu de cela, j'ai dit, merci de dire ça, mais ce qui compte maintenant, c'est que Manon sache qu'elle a de la valeur. Ma mère a pleuré alors, de vraies larmes, et elle a promis de faire mieux. Elle le fait, à sa manière limitée. Elle appelle plus souvent. Elle envoie des cadeaux à Manon. Elle essaie. Mon père, je pense, était déjà sur la voie de comprendre que Claire n'était pas la personne qu'il croyait. Parfois, il suffit d'un catalyseur externe. Mais la véritable consécration est venue 3 mois plus tard. Manon et moi étions à la kermesse de son école, dégustant une barbe à papa et jouant au chamboule-tout quand je l'ai vue. Claire ne ressemblait plus à elle-même. Ses racines avaient poussé, elle avait perdu du poids d'une manière qui suggérait le stress plutôt que la discipline sportive. Elle était avec l'une de ses anciennes amies de faculté, quelqu'un que je me rappelais avoir été traité terriblement par elle autrefois pour une sombre histoire de chaussures empruntées. L'amie s'est levée et s'est éloignée en pleine conversation dès qu'elle a vu Claire approcher. Claire s'est assise seule à l'une des tables de pique-nique, l'air de vouloir devenir invisible. Manon ne l'a pas remarqué. Manon était trop occupée à être pleinement elle-même, riant au stand de jeu, se plaignant que sa friandise collait aux doigts, demandant si nous pouvions prendre une glace plus tard. Elle était heureuse, sereine, confiante. L'humiliation avait glissé sur elle parce que je m'étais assurée qu'elle sache qui elle était et à quel point elle était aimée. C'était là la vraie victoire. Ce que je veux vous dire, si vous lisez ceci et que vous songez à la vengeance, c'est que la meilleure forme de justice n'est pas celle que l'on crée. C'est celle que l'on révèle. C'est celle qui vient en exposant la vérité et en laissant les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes. Je n'ai pas ruiné la vie de Claire. Elle s'en est chargée elle-même. J'ai simplement fait en sorte que ses propres choix la rattrapent. Est-ce que je le referais? Sans hésiter. Pas parce que je suis cruelle, mais parce que je suis protectrice. À l'instant où quelqu'un a fait du mal à ma fille, à l'instant où quelqu'un a essayé de planter des graines de honte en elle, je suis devenue une force de la nature. Pas maléfique, pas méchante, juste une mère qui déplacerait des montagnes pour protéger l'estime de soi de son enfant. Claire a perdu son agence, la majeure partie de ses économies et le respect de tout ce qui comptait. Elle a fait face à des accusations criminelles, bien qu'elle ait fini par négocier une peine moins sévère. Elle a dû vendre sa grande villa et emménager dans un petit appartement. Elle a commencé une thérapie et j'ai entendu dire qu'elle s'occupait enfin de ses problèmes, ce qui est déjà un progrès. Mes parents sont venus au spectacle de fin d'année de Manon le mois dernier. Ils étaient assis au premier rang et ont pleuré quand elle a chanté son solo. Ma mère a apporté des fleurs. Mon père a souri, un vrai sourire, pas ce truc mince et embarrassé qu'il affichait autrefois. Et Manon s'épanouit. Elle est confiante, gentille et totalement libérée du poids de la honte que Claire avait essayé de placer sur ses épaules. Elle demande occasionnellement pourquoi tata Claire ne vient plus nous voir. Et je lui réponds que parfois, les gens ont besoin d'apprendre à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes avant de pouvoir faire partie de notre vie. Elle semble l'accepter. La vérité est que je ne suis pas la méchante de cette histoire. Je suis une femme qui a protégé sa fille et qui a fait éclater la vérité. Je suis une femme qui refuse de laisser quiconque éteindre la lumière de son enfant, quel qu'en soit le prix pour eux. Certains appelleront cela de la vengeance. Moi, j'appelle cela de la responsabilité, et je dors très bien la nuit.